Mon père a conduit un bus scolaire pendant 20 ans. Tout le monde pensait qu'il était simplement un homme ordinaire. Jusqu'au jour où un général 4 étoiles a frappé à notre porte et a vu sa photo sur le mur. Il s'est figé. « Vous l'appelez papa ?» La voix du général était basse, presque instable, comme celle d'un homme qui vient de poser le pied sur un sol dont il n'est pas sûr qu'il le soutienne. Pendant un instant, personne dans la pièce ne bougea. La question flottait entre nous. J'ai hoché la tête. « Oui, monsieur, dis-je. C'est mon père. » Le général 4 étoiles fixa de nouveau la photographie accrochée au mur. Ses yeux ne se contentaient pas de la regarder. Il l'étudiait comme on étudie un fantôme. Puis il s'assit lentement sur la vieille chaise en bois à côté de la table de la cuisine. Et c'est là que j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Car les hommes qui portent 4 étoiles sur leurs épaules n'ont généralement pas l'air d'avoir peur. Mais celui-ci en avait l'air. La vérité, c'est que jusqu'à cet après-midi-là, je pensais tout savoir sur mon père. Mon père, François Lambert, conduisait un autobus scolaire dans notre petite ville depuis aussi longtemps que je me souvienne, soit 20 ans. Même autobus jaune, même itinéraire. Chaque matin de semaine à 6h15, il sortait par la porte d'entrée, vêtu de sa veste de travail marron et de cette casquette bleu marine délavée avec le petit drapeau de la République cousu sur le côté. Il portait toujours la même cafetière isotherme cabossée de café. Toujours. Quand j'étais enfant, j'avais l'habitude de le regarder par la fenêtre de devant. Il descendait l'allée de gravier, montait dans l'autobus et donnait 2 petits coups de klaxon avant de s'éloigner. C'était sa façon de dire au revoir. Les gens de la ville aimaient bien mon père. Il n'était pas bruyant, ne se vantait de rien, mais tout le monde lui faisait confiance. Les parents lui confiaient leurs enfants. Les enfants lui confiaient leurs secrets. On entendait des choses au supermarché comme « François Lambert est le chauffeur d'autobus le plus sûr du département ». Ou encore « Cet homme a la patience d'un saint ». Il ne haussait jamais la voix, ne conduisait jamais trop vite, ne manquait jamais un arrêt. En 20 ans, il n'avait même jamais fait l'objet d'une plainte. Mais, pour être honnête, il y avait toujours une chose à propos de mon père qui n'était pas tout à fait cohérente, la photographie. Elle était accrochée dans notre salon au-dessus du vieux buffet en chêne. Cadre noir légèrement décoloré. Sur la photo, mon père semblait avoir 20 ans de moins, peut-être 30. Il se tenait avec un groupe de commandos quelque part dans le désert. Tous portaient des uniformes de camouflage désertique, des bottes poussiéreuses, des fusils en bandoulière sur leurs épaules, et mon père, le jeune François Lambert, se tenait juste au milieu d'eux. Visage sérieux, yeux durs, un homme différent. En grandissant, j'ai dû poser des questions sur cette photo une centaine de fois. « Papa, quand cela a-t-il été pris ?» Il répondait, « Il y a longtemps. »« Où étais-tu à l'étranger ? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ?» Et à chaque fois, il donnait la même réponse, rien qui vaille la peine d'être raconté. Il le disait gentiment mais fermement. Conversation terminée. L'étrange était qu'il n'agissait jamais comme quelqu'un qui recherchait des éloges. Au contraire, il évitait le sujet. Lors du jour du souvenir, lorsque la ville organisait sa petite parade sur la rue principale, papa ne défilait jamais avec les autres vétérans. Il se tenait simplement tranquillement sur le trottoir avec le reste d'entre nous. Chapeau baissé, main sur le cœur, regardant. C'était mon père. Silencieux, ordinaire, un homme qui se levait tôt, travaillait dur et rentrait chaque soir à l'heure pour le dîner. Le genre d'homme dont personne n'écrit jamais d'histoire. Du moins, c'est ce que je croyais jusqu'au jour où la berline noire s'est engagée dans notre allée. C'était un après-midi frais d'octobre. Les feuilles commençaient à virer au rouge et le vent était juste assez fort pour faire claquer les branches du grand érable devant la maison. J'étais en visite pour le week-end. Papa était encore en train de faire sa tournée d'autobus de l'après-midi. Maman était décédée quelques années plus tôt, donc nous étions souvent juste tous les deux à la maison. J'étais dans la cuisine en train de préparer du café quand j'ai entendu des pneus crisser sur le gravier dehors. Au début, j'ai pensé que c'était papa qui rentrait tôt. Mais quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu autre chose. Une longue berline noire, le genre qu'on ne voit pas souvent dans une ville comme la nôtre. Les portes se sont ouvertes et un homme grand, en uniforme militaire sombre, en est sorti. Même de la fenêtre, je pouvais voir les étoiles sur ses épaules, 4. Ma première pensée fut qu'il devait s'être trompé de chemin.
Mais il a marché droit sur l'allée d'entrée comme s'il savait exactement où il allait. Puis il a frappé à la porte. 3 coups et ferme. Je me souviens d'avoir été plus confus que tout. Que pouvait bien vouloir un général 4 étoiles chez nous? Quand j'ai ouvert la porte, il avait l'air plus âgé que je ne l'aurais cru. Fin de la soixantaine, peut-être? Cheveux gris coupés courts. Des yeux bleus perçants qui semblaient tout remarquer en même temps. Bonjour, dit-il. Sa voix était calme, mais elle portait une autorité à laquelle on ne s'oppose pas. Est-ce bien la résidence de François Lambert? Oui, monsieur, répondis-je. C'est mon père. Il étudia mon visage une seconde. Puis il hocha la tête. Je m'appelle Robert Vasseur, dit-il. J'ai servi avec votre père il y a de nombreuses années. C'est. Et là m'a surpris. Papa n'avait jamais mentionné avoir servi avec un général. Serait-il possible d'entrer, demanda-t-il. Quelque chose dans sa façon de le dire donnait l'impression que c'était moins une requête qu'une chose importante. Alors, je me suis écarté. Bien sûr, monsieur. Il est entré lentement et c'est là que tout a changé, car au moment où le général Vasseur a pénétré dans le salon, ses yeux se sont posés sur la photographie. Il a cessé de marcher complètement. J'ai vu la couleur quitter son visage. Pendant un long moment, il n'a pas dit un mot. Il fixait simplement la photo de mon père et de ses commandos dans le désert. Puis sa main a agrippé le dossier de la chaise à côté de lui et il a murmuré quelque chose. Quelque chose que j'ai à peine entendu. Bon sang. Finalement, il s'est tourné vers moi. Sa voix était plus basse maintenant, presque incertaine. Vous l'appelez papa? J'ai de nouveau hoché la tête. Oui, monsieur. Il a regardé de nouveau la photographie. Et quand il a parlé à nouveau, les mots ont crispé mon estomac. Fils, dit-il lentement. Selon tous les dossiers militaires de la capitale, cet homme aurait dû mourir il y a 20 ans. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme l'écho d'un coup de feu. Cet homme aurait dû mourir il y a 20 ans. Pendant un instant, je ne savais que dire. Je fixais simplement le général Vasseur. Puis j'ai regardé la photographie sur le mur. Mon père en tenue de camouflage dans le désert à côté d'un groupe de commandos. La même image que j'avais vue tous les jours de ma vie. Comment est-ce possible, demandai-je enfin. Le général ne répondit pas immédiatement. Il se leva lentement et s'approcha de la photographie, l'étudiant à nouveau, comme quelqu'un essayant de confirmer quelque chose d'impossible. C'est bien lui, murmura-t-il. Sans aucun doute. Il se retourna vers moi. Vous avez dit que votre père est dehors en ce moment. Oui, monsieur, dis-je. Il termine sa tournée d'autobus de l'après-midi. Le général hocha lentement la tête. François a toujours tenu à finir son travail, dit-il doucement. La façon dont il prononça le nom de mon père donnait l'impression qu'il se souvenait de quelqu'un qui était parti depuis très longtemps. Je lui ai servi une tasse de café, en grande partie parce que j'avais besoin d'une occupation pour mes mains. L'horloge de la cuisine tic-tac bruyamment sur le mur. Aucun de nous ne parla pendant 1 minute ou 2. Finalement, j'ai posé la question qui me taraudait depuis l'arrivée de Vasseur. Vous connaissiez mon père et les commandos? Le général Vasseur laissa échapper un long souffle. Oui, dit-il. Très bien. Il prit une gorgée de café. Puis il regarda autour de la maison, le canapé usé, le vieux tapis, la petite télévision posée sur la table d'angle. C'était une maison américaine normale. Simple, confortable, le genre d'endroit où l'on s'attend à ce qu'un chauffeur d'autobus retraité vive. Étrange, dit-il doucement. Quoi, demandai-je. Qu'un homme comme François Lambert finisse par vivre ici? Je sentis une légère tension dans ma poitrine. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Le général se rassit. Pour la première fois depuis son arrivée, il sembla se détendre un peu, bien que ses yeux fussent toujours vifs. Votre père n'était pas seulement un commando, dit-il. Il était l'un des meilleurs officiers de reconnaissance que j'ai jamais vus. Cette phrase seule me semblait appartenir à la vie de quelqu'un d'autre, pas à la mienne. Mon père, dis-je. Il conduisait un autobus scolaire. Le général eut un faible sourire. Fils, la vie a une drôle de manière de changer de direction. Il se pencha légèrement en avant. En 1991, pendant la guerre du Golfe,
votre père commandait une petite équipe de reconnaissance rattachée à mon bataillon. J'écoutais attentivement. Je n'avais jamais entendu mon père parler de tout cela. Les équipes de reconnaissance opèrent en avant des forces principales, expliqua le général. Elles se déplacent silencieusement, observent les positions ennemies, rendent compte. Travail dangereux, souvent effectué loin derrière les lignes. Votre père avait une réputation, continua Vasseur. Calme sous la pression, intelligent, jamais imprudent. Il fit une pause. Dans l'armée, cette combinaison est rare. Les yeux du général dérivèrent de nouveau vers la photographie. Il y a eu une mission en particulier, dit-il. Une qui a tout changé. Dehors, le vent bruissa à nouveau dans les feuilles. La maison paraissait très calme. Qu'est-ce qui s'est passé, demandai-je. Le général hésita. C'était la première fois qu'il semblait incertain de raconter l'histoire. Finalement, il dit, un bataillon de soldats américains s'est retrouvé piégé après une contre-attaque irakienne inattendue. Ils étaient coupés du ravitaillement, sans soutien. Il me regarda droit dans les yeux. Environ 400 hommes. Ma gorge se serra. C'est beaucoup de soldats. C'est vrai, dit-il. Sans aide, ils auraient été anéantis. Alors, qu'est-ce que mon père a eu à voir avec ça? Le général acquiesça légèrement. François s'est porté volontaire pour diriger une équipe de reconnaissance à travers le territoire ennemi afin de trouver une voie d'extraction sûre. Cela ne ressemblait pas à l'homme tranquille qui passait ses matinées à saluer les écoliers. Il a pris 5 hommes, continua Vasseur. Ils ont parcouru 30 kilomètres à travers le désert hostile de nuit, sans véhicule. J'ai essayé d'imaginer. Mon père marchant en territoire ennemi dans l'obscurité. Cela semblait surréaliste. L'équipe a localisé une brèche dans la ligne de défense irakienne, dit le général. Ils ont guidé le bataillon à travers avant le lever du soleil. 400 hommes sont sortis vivants. Je me suis affalé sur la chaise, stupéfait. Vous voulez dire que papa les a sauvés? Le général hocha lentement la tête. Oui. Puis son visage s'assombrit légèrement. Mais la mission ne s'est pas terminée comme elle aurait dû. Que entendez-vous par là? Vasseur fixa son gobelet de café. Quand l'équipe de François est revenue aux lignes amies, quelque chose a mal tourné. Quel genre de problème? Une fusillade. Le mot tomba lourdement. 2 membres de son équipe ont été tués. Et le rapport officiel a blâmé François. Je fronçai les sourcils. Pourquoi? Le général me regarda à nouveau. Parce que quelqu'un devait porter le chapeau. Ces mots ont tordu mon estomac. Cela n'a aucun sens. La guerre est rarement logique, dit-il doucement. L'enquête a conclu que le capitaine François Lambert avait désobéi aux ordres. Le titre sonnait étrange venant de quelqu'un qui parlait de mon père. Capitaine? À cause de ce rapport, continua Vasseur, sa carrière militaire s'est terminée du jour au lendemain. Cour martiale, demandai-je. Le général secoua la tête. Quelque chose de plus discret. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, dit-il lentement, que son dossier a disparu. Cette phrase a rendu la pièce plus froide. Disparu. Classé. Scellé. Enterré sous des tonnes de paperasse. Officiellement, le capitaine François Lambert a été répertorié comme tué au combat pendant l'opération. Je le fixai. Mais il n'a pas été tué. Non, dit le général. Il a survécu. Alors pourquoi aurait-il dit qu'il était mort? Le général ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il regarda à nouveau la photographie, car c'était plus facile que d'expliquer ce qui s'était réellement passé. Avant que je puisse poser une autre question, j'ai entendu quelque chose dehors. Le bruit de gravier qui craque. Un son familier. Le moteur d'un autobus scolaire jaune. Papa. Je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre. L'autobus s'est lentement engagé dans l'allée, comme il le faisait chaque après-midi depuis 20 ans. Même routine, même conducteur stable derrière le volant, sauf que maintenant tout semblait différent. Derrière moi, le général Vasseur se leva. J'ai entendu le léger bruissement de son uniforme alors qu'il ajustait son col. Il regarda vers la porte d'entrée. Après toutes ces années, dit-il doucement.
Je n'aurais jamais pensé le revoir. Le moteur de l'autobus s'arrêta. La porte s'ouvrit avec son sifflement pneumatique habituel. Papa descendit sur l'allée. Il ferma la porte de l'autobus, se retourna et commença à marcher vers la maison. De la fenêtre, il avait exactement l'air de toujours. Veste marron, vieille casquette, sac à lunch à la main. Mais maintenant je savais quelque chose que je n'avais pas su une heure plus tôt. Le chauffeur d'autobus tranquille qui marchait dans notre allée était autrefois un homme que l'armée croyait mort. Papa ouvrit la porte d'entrée et entra. Il me vit en premier, puis ses yeux se posèrent sur l'homme debout dans le salon. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père se figer. Les deux hommes se regardèrent. 20 ans d'histoire planant silencieusement entre eux. Finalement, papa parla, sa voix calme mais sur la défensive. « Robert Vasseur, dit-il. Tu as mis du temps à me retrouver. » La réponse du général fut presque un murmure. « François, dit-il. Nous devons parler. » Papa déposa son sac à lunch sur le comptoir de la cuisine avec le même soin qu'il apportait à tout le reste dans la vie. Pas de mouvement brusque, pas de voix élevée. Si un étranger était entré à ce moment-là, il aurait pu penser que rien d'inhabituel ne se passait. Deux hommes âgés se tenant dans un salon modeste se regardant à travers une vie entière. Mais je savais mieux. Il y avait une raideur dans les épaules de mon père que je n'avais jamais vue auparavant. Et il y avait quelque chose dans l'expression du général Vasseur qui ressemblait beaucoup à du regret. Papa retira sa casquette et la posa à côté du sac à lunch. Puis il me regarda. « Tu as préparé du café ?» demanda-t-il. C'était une question tellement normale que pendant une demi-seconde, j'ai failli rire. « Oui, dis-je. Il en reste. » Il hocha la tête une fois. Puis il se retourna vers le général. « Tu ferais mieux de t'asseoir, Robert, dit-il. Tu as l'air plus âgé que dans mon souvenir. » Le général eut un petit sourire fatigué. « Toi aussi. » Papa se servit une tasse de café et s'assit à la table de la cuisine comme si c'était juste une autre soirée ordinaire. La lumière d'octobre filtrait à travers les rideaux, captant la vapeur de sa tasse. Il enroula ses deux mains autour d'elle avant de boire une gorgée. Personne ne parla pendant plusieurs secondes. Finalement, je posai la question qui me brûlait l'esprit depuis l'arrivée de Vasseur. « Papa, est-ce vrai ?» Il me regarda attentivement. « Quelle partie ? Que tu étais capitaine des commandos. Qu'ils aient dit que tu étais mort ? Que quelque chose s'est passé là-bas et que ton dossier a été enterré. » Il resta silencieux un long moment. Puis il laissa échapper un souffle par le nez et baissa les yeux vers la table. « Je suppose que si Robert est ici, il ne sert à rien de faire semblant davantage. » Le général se pencha légèrement en avant. « François, il mérite de savoir. » Papa lui lança un regard vide. « Tu crois que je ne le sais pas ?» Puis il se tourna vers moi. « Oui, dit-il. J'étais officier des commandos. » Même l'entendre le dire semblait étrange. C'était comme entendre votre pasteur admettre qu'il était autrefois boxeur professionnel. J'ai servi dans une unité de reconnaissance pendant la tempête du désert. Capitaine à l'époque, avant cela, des années d'entraînement, d'exercice sur le terrain, assez de sable et de poussière pour durer 3 vies. Il le dit simplement, sans fierté. Je ne voulais pas dire parce que je ne voulais pas que cette partie de ma vie devienne le centre de cette famille. Je tirai la chaise en face de lui et m'assis. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Papa fixa son café. Une mauvaise mission, dit-il. Le général Vasseur bougea. C'était plus que ça. Les yeux de papa se levèrent vers lui. Je sais exactement ce que c'était. La pièce redevint silencieuse. Puis papa commença. Nous étions rattachés au bataillon de Robert. Reconnaissance signifie que vous vous déplacez devant tout le monde. Vous voyez ce qu'ils ne peuvent pas encore voir. Parfois vous revenez, parfois non. Il prit une autre gorgée, puis posa sa tasse. La mission dont Robert vous a parlé, celle où nous avons trouvé une voie de sortie pour ces hommes piégés, cette partie est vraie. Nous les avons fait sortir. Non pas parce que j'étais un héros, mais parce que les hommes avec moi étaient bons dans leur travail. Il le dit de la manière dont les hommes décents le font souvent, repoussant le crédit loin d'eux. Nous étions 6. Nous nous sommes déplacés la nuit, sommes restés cachés, avons évité les radios à moins d'y être forcés.
Nous avons trouvé un passage dans la ligne ennemie. Nous l'avons marqué, renvoyé l'information, et avons guidé le bataillon à travers avant l'aube. Il regarda ses mains. 400 hommes sont sortis vivants. Les mots atterrirent doucement, mais ils changèrent la forme de la pièce. J'essayais d'imaginer cela. Mon père, celui qui aidait les vieilles dames à charger leurs courses dans leur voiture et qui se souvenait de l'anniversaire de chaque enfant sur sa tournée, puis je demandai, sa mâchoire se contracta. Et puis on nous a dit d'attendre l'arrivée du transport. Il fit une pause. Cet ordre a changé. Le général Vasseur baissa le regard. Il connaissait déjà cette partie. Papa continua. Un colonel, l'un des planificateurs rattachés au commandement, a envoyé une directive révisée. Nous devions pousser plus à l'est et confirmer une position d'artillerie suspectée. Était-ce un ordre réel, demandai-je. Papa eut un petit sourire sans humour. Cela dépend de qui vous demandez. Il expliqua que le message était arrivé vite et tard sans la chaîne de confirmation normale à laquelle il faisait confiance. Mais dans la guerre, les retards tuent aussi des gens. Si la position d'artillerie était réelle, des troupes américaines étaient toujours en danger. Alors, vous avez obéi, dis-je. Je l'ai fait, dit-il sans s'excuser. Nous sommes sortis avant l'aube et nous sommes tombés dans un piège. Le vent frappa une branche lâche contre le côté de la maison. Pas de batterie d'artillerie, dit-il. Pas d'objectif clair, juste de mauvaises informations, un mauvais timing, et des tirs ennemis venant de plus de directions qu'ils n'auraient dû. Il déglutit. Le général parla doucement. François a perdu 2 hommes. Papa ne le regarda pas. Je me souviens de chacun d'eux. Il prononça leur nom lentement, comme pour poser des pierres en ligne. Danny Ruiz, Caleb Turner. Il laissa les noms flotter dans la pièce. Ruiz avait 23 ans. Turner avait une petite fille à la maison qu'il n'avait pas encore rencontrée. Je ne savais que dire. Il y a des moments où les mots semblent bon marché, et c'était l'un d'eux. Les yeux de papa restèrent fixés sur la table. Nous nous sommes frayés un chemin avec les autres. Nous sommes revenus meurtris, épuisés, à moitié aveuglés par le sable et la fumée. Je m'attendais à des questions. Je m'attendais à une enquête. Il leva les yeux vers moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il décide de la réponse avant de poser les questions. Je sentis la colère monter en moi, chaude et nette. Ils vous ont blâmé. Oui. Pourquoi? Désobéir aux ordres, agir sans autorisation, compromettre la mission. Mais vous aviez des ordres. J'avais un message. Il dit que ce n'était pas toujours la même chose. Le général Vasseur parla finalement. François a soulevé des préoccupations immédiatement. Il a dit que la chaîne d'ordre semblait fausse, mais à ce moment-là, le commandement se protégeait déjà. Papa donna un petit signe de tête. Il y avait un colonel impliqué. Bonne famille, dossier soigné, ami dans tous les bons bureaux. Il était à une promotion d'une étoile de général. Une opération ratée liée à sa planification l'aurait achevé. Alors ils vous ont sacrifié, dis-je. Papa me regarda fixement. Ils ont sacrifié la vérité. C'était d'une certaine manière pire. Je me reculai de la table et me levai, trop agité pour rester assis. Vous avez juste laissé faire. Dès que les mots m'échappèrent, je regrettais leur dureté. Papa ne broncha pas. Oui, dit-il. Cela ne fit que me mettre davantage en colère. Comment avez-vous pu les laisser dire que vous étiez mort? Comment avez-vous pu rentrer à la maison et faire comme si rien ne s'était passé? Son visage s'adoucit, mais seulement un peu. Parce que j'étais fatigué, dit-il. Parce que ta mère était enceinte. Parce que 2 hommes étaient morts et que c'était moi qui devais écrire des lettres à leur famille. Parce que j'avais déjà vu ce que font les institutions lorsqu'elles décident qu'une histoire est plus importante que la vérité. Il se laissa retomber dans sa chaise. Et parce que parfois, survivre est le seul combat qu'il vous reste. Cela me fit taire. L'horloge de la cuisine tic-tac. Quelque part dans la rue, un chien aboya une fois puis s'arrêta. Après un moment, papa continua. Ils m'ont offert une sortie discrète. Pas de prison, pas de cour martiale publique, pas de journaux, juste des papiers signés dans des arrière-salles, des dossiers scellés, et un nouveau départ ailleurs. Vous l'avez accepté, demandai-je. Il hocha la tête.
J'ai pris ta mère et nous avons déménagé. Nous sommes venus ici, avons trouvé une petite maison. J'ai obtenu une licence, appris les itinéraires, commencé à conduire un autobus scolaire. Le premier matin, j'ai pris une petite fille avec 2 dents de devant manquantes et une boîte à lunch plus grande que sa tête. Je me suis souvenu avoir pensé, peut-être que c'est suffisant. Sa voix avait changé à ce moment-là, pas brisée, juste fatiguée d'une manière ancienne et profonde. Suffisant pour quoi, demandai-je. Pour une vie, dit-il. Le général Vasseur parla de nouveau avec précaution. François, je ne suis pas venu ici pour rouvrir des blessures par plaisir. Papa le regarda. Alors pourquoi êtes-vous ici? Elle. Le général porta la main à la poche intérieure de sa veste d'uniforme et en sortit une épaisse enveloppe manille. Il la posa sur la table entre eux. Parce que pour la première fois en 20 ans, dit-il, j'ai la preuve que l'ordre était falsifié. Le visage de papa ne changea pas beaucoup, mais je vis ses doigts se resserrer autour de la tasse de café. Le général glissa l'enveloppe vers lui. Le colonel qui vous a piégé a laissé une trace. Elle était enfouie, mais pas assez bien. Un juriste du personnel a trouvé des incohérences lors d'une révision des dossiers. Mauvais horodatage, routage modifié, confirmation manquante. Je fixai l'enveloppe comme si elle allait traverser la table. Alors, c'est tout, dis-je. Il peut être exposé. Le général Vasseur me regarda. Il peut l'être. Puis il regarda mon père. Mais si nous faisons cela, toute la dissimulation reviendra à la lumière. Papa posa une main sur l'enveloppe, mais ne l'ouvrit pas. J'ai enterré cette vie pour une raison, dit-il. Et je suis venu la déterrer pour une seule, répondit Vasseur. Papa ne dit rien. Il resta assis là, un chauffeur d'autobus dans une cuisine modeste, avec 20 ans de silence sous une main et la vérité sous l'autre. Puis il me regarda et d'une voix si basse que je la faillis manquer, il dit, « Vous n'aimerez peut-être pas ce qui va suivre. » L'enveloppe resta sur la table de la cuisine comme quelque chose de vivant. Pendant un long moment, personne n'y toucha. Papa garda sa main légèrement posée dessus, presque comme on pose une main sur une vieille cicatrice, conscient de sa présence, mais pas prêt à appuyer trop fort. Le général Vasseur attendit tranquillement. Je me tenais près du comptoir, les bras croisés, les regardant tous les deux. Finalement, papa glissa l'enveloppe à travers la table. « Je ne vais pas l'ouvrir, dit-il. » Le général n'eut pas l'air surpris. Je m'en doutais. Papa se pencha en arrière dans sa chaise et regarda vers la fenêtre où l'autobus scolaire était garé dans l'allée. « Vous vous souvenez de quelque chose à mon sujet, Robert, dit-il calmement. Je ne cherche pas les ennuis. Le général hocha lentement la tête. Je me souviens. Alors vous vous souvenez de quelque chose d'autre, ajouta papa. Une fois que j'ai pris une décision, je ne reviens pas dessus. Vasseur soupira doucement. François, ce n'est pas seulement une question de vous. Papa tourna légèrement la tête. Ça ne l'a jamais été. Le général se pencha en avant. Ce colonel, Arthur Dubois, il est sur le point de prendre sa retraite. 40 ans de service, décoration, discours, un dossier sans tache. Papa ne répondit pas. Mais ce dossier a été bâti sur un mensonge, continua Vasseur. Votre mensonge. Je sentis la colère monter à nouveau dans ma poitrine. Alors, il va s'en tirer sans encombre, dis-je. Papa me regarda fixement. Assieds-toi, dit-il doucement. Je m'assis. Vous êtes en colère, dit-il. Oui, admis-je. Il hocha la tête. C'est naturel. Mais vous n'êtes pas en colère, demanda mon père. Papa réfléchit. Oh, j'étais en colère, dit-il doucement. Quand c'est arrivé, il se pencha en arrière et se frotta lentement les mains comme s'il se remémorait un long hiver. Pendant un moment, je n'arrivais pas à dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le désert. Je voyais Ruiz et Turner allongés là. J'entendais la radio crépiter avec cet ordre qui n'aurait jamais dû exister. Il fit une pause. Je voulais que quelqu'un paie. Qu'est-ce qui a changé, demandai-je. Tu es né, dit-il simplement. Cette réponse m'a arrêté. Papa regarda le général. Quand j'ai tenu mon fils pour la première fois, j'ai réalisé quelque chose. Quoi donc, demanda Vasseur.
Que la vengeance est une chose lourde à porter dans une nouvelle vie. Il haussa légèrement les épaules. Alors, je l'ai déposée. Le général l'étudia attentivement. Vous l'avez déposée, dit-il, mais elle n'a jamais disparu. Papa ne discuta pas. La vérité était juste là, sur la table. Je me penchai en avant. Qu'y a-t-il dans l'enveloppe, demandai-je. Le général Vasseur répondit. Des preuves. De quel genre? Le personnel du colonel a falsifié le journal des communications cette nuit-là. Le routage d'ordre original a été modifié après votre retour. Il tapa sur l'enveloppe. Les vrais horodatages sont à l'intérieur. Je sentis mon pouce accélérer. Cela prouve que papa n'a pas désobéi aux ordres. Oui. Et cela prouve que le colonel le savait. Oui. Je regardais mon père. Alors, pourquoi ne voudriez-vous pas que cela soit révélé? Papa me regarda calmement. Parce qu'il y a un coup. Quel coup? L'armée n'aime pas déterrer les vieilles erreurs, dit-il. Surtout quand elles impliquent des officiers supérieurs. Vasseur hocha la tête. Il a raison. Papa continua. Si cette enquête commence, ils ne questionneront pas seulement Dubois. Ils questionneront tout le monde impliqué. Il pointa doucement vers lui-même. Ce qui signifie qu'ils me questionneront aussi. C'est une bonne chose, dis-je. Vous serez blanchi. Papa secoua la tête. Ce n'est pas si simple. Il croisa les mains. Il y a des hommes qui servent encore qui étaient de jeunes officiers à l'époque. De bons hommes. Ils ont suivi les ordres, signé des rapports, fait ce que le système attendait. Il regarda à nouveau l'enveloppe. Si cela sort, certains d'entre eux pourraient perdre leur carrière. Cette pensée ne m'avait pas traversé l'esprit. Le général Vasseur parla. François, ces hommes méritent aussi la vérité. Papa y réfléchit. Peut-être. Puis il me regarda. Mais voici la question que vous devriez vous poser. Quoi? Quel genre de justice recherchez-vous? J'ouvris la bouche mais hésitai. Papa continua. La justice qui répare le passé ou la justice qui détruit le présent? Aucune des deux options ne semblait facile. L'horloge de la cuisine tinta de nouveau. Finalement, le général parla. Je ne suis pas venu ici en m'attendant à ce que vous décidiez ce soir. Papa hocha la tête. Bien, parce que j'ai déjà décidé. Il repoussa l'enveloppe vers Vasseur. Prenez-la. Le général fronça les sourcils. Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes prêt à laisser Dubois prendre sa retraite avec sa réputation intacte? Papa se leva et se dirigea vers la fenêtre. Il regarda l'autobus scolaire assis tranquillement dans l'allée. Vous voyez cet autobus? Demanda-t-il. Le général se tourna légèrement. Oui. Je conduis cet itinéraire depuis 20 ans, dit papa. 3 générations d'enfants, il sourit faiblement. Certains des parents prenaient mon autobus quand ils étaient petits. Il se retourna vers nous. J'ai aidé des élèves de première année égarés à retrouver leur sac à dos, me suis assis avec des enfants qui pleuraient parce que leurs parents divorçaient. J'ai attendu des minutes supplémentaires les matins de neige pour que personne n'ait à marcher trop loin. Sa voix s'adoucit. Cette vie signifie quelque chose pour moi. Je pouvais voir que la routine calme, le but tranquille. Papa continua. Si rouvrir ce dossier signifie traîner cette vie devant les tribunaux et dans les gros titres, alors non. Elle se tourna vers le général. Je ne suis pas intéressé. Le général Vasseur se frotta lentement la mâchoire. Je craignais que vous ne disiez cela. Je sentis un nœud de frustration se resserrer dans ma poitrine. Alors c'est ça, dis-je. Cet homme s'en sort. Papa me regarda attentivement. Fils, la vie ne consiste pas toujours à se faire payer de retour, mais elle devrait porter sur la vérité. Oui, convint papa. Mais parfois la vérité prend son propre chemin. Le général Vasseur se leva. Eh bien, dit-il doucement. Que vous le vouliez ou non, la vérité est déjà en mouvement. Les yeux de papa se plissèrent légèrement. Que entendez-vous? Le général hésita. Parce qu'une fois que j'ai trouvé les preuves, je n'ai pas pu les garder pour moi. La pièce devint silencieuse. Vous avez commencé quelque chose, dit papa.
Je l'ai fait. Jusqu'où ça va? Vasseur expira lentement. Assez loin pour que le département de la Défense ait ouvert un examen discret. Mon cœur fit un bond. Un examen? Oui. Papa le regarda plusieurs secondes. Vous auriez dû me le dire avant de venir. Je voulais le faire, dit Vasseur, mais je voulais aussi vous voir d'abord. Pourquoi? Parce que si cela devient public, votre vie va changer que vous le vouliez ou non. Papa resta silencieux. Le vent dehors se leva, faisant claquer à nouveau la branche lâche contre le bardage. Après un long moment, papa parla. Tu as toujours été têtu, Robert. Le général sourit faiblement. Et tu as toujours été le meilleur homme avec qui j'ai servi. Papa ne répondit pas à cela. Au lieu de cela, il retourna à la table et prit l'enveloppe. Pendant un instant, il la tint à deux mains. Puis, il l'ouvrit. Il en sortit la première feuille de papier et lut à voix basse. Je regardai son visage. Au début, rien ne changea. Puis lentement, quelque chose se déplaça. Pas de colère, quelque chose de plus profond, de la reconnaissance. Finalement, il remit les papiers dans l'enveloppe. Eh bien, dit-il doucement. Il semble que le passé nous ait finalement rattrapés. Il me regarda. Vous vouliez des réponses, dit-il. Vous êtes sur le point d'en avoir plus que ce à quoi vous vous attendiez. Papa ne dit pas grand-chose après avoir ouvert l'enveloppe. Il resta simplement debout dans la cuisine pendant un moment, les papiers reposant mollement dans ses mains, la lumière de l'après-midi s'étirant sur la table. Finalement, il replia les documents dans l'enveloppe et la reposa. Ça semble réel, dit-il doucement. Le général Vasseur hocha la tête. Ça l'est. Papa expira lentement et se dirigea vers l'évier. Il rinça sa tasse de café même s'il en restait encore dedans. C'était une autre chose à propos de mon père. Quand quelque chose le préoccupait, il nettoyait des choses. L'évier, le comptoir, l'autobus, tout ce qui pouvait occuper ses mains. Je m'appuyai contre l'encadrement de la porte. Alors, que se passe-t-il maintenant, demandai-je. Papa essuya la tasse avec un torchon avant de répondre. Maintenant, dit-il. Maintenant, nous allons nous coucher. Demain matin, je conduis l'autobus. Je le fixai. C'est tout. Il se retourna et me regarda, calme comme toujours. C'est suffisant pour ce soir. Mais ce n'était pas suffisant pour moi. La vérité avait fissuré quelque chose dans ma poitrine, et je ne pouvais pas faire semblant que cela ne s'était pas produit. Voulez-vous vraiment ignorer cela, dis-je, pointant l'enveloppe. Papa retourna à la table et s'assit. Je veux y réfléchir. Le général Vasseur bougea sur sa chaise. Vous n'aurez pas longtemps, dit-il. Papa haussa un sourcil. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le comité d'examen se réunit à Washington la semaine prochaine. Papa fronça légèrement les sourcils. Sitôt? Oui. Le général joignit ses mains. Une fois qu'ils auront vérifié les journaux de communication, ils rouvriront le rapport de mission et Dubois. Dubois, demanda papa. Il sera interrogé. Papa se laissa tomber en arrière. Cet homme est assis confortablement depuis 20 ans. Ce qui est précisément la raison pour laquelle la vérité compte maintenant, répondit Vasseur. Papa ne contesta pas. Mais je pouvais voir les roues tourner derrière ses yeux. Après un moment, le général se leva. Je devrais rentrer à l'hôtel, dit-il. Papa hocha poliment la tête. Je vous raccompagne. Les deux hommes sortirent ensemble sur le perron. Je restai à l'intérieur mais regardais par la fenêtre. Le soleil du soir était bas, peignant le ciel d'orange au-dessus des rangées de maisons de notre rue. Le général Vasseur se tenait à côté de la berline noire, sa casquette glissée sous un bras. Papa écoutait pendant qu'il parlait. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais je pouvais dire que c'était sérieux. À un moment donné, le général posa une main sur l'épaule de mon père. Papa ne bougea pas. Finalement, ils se serrèrent la main. Le général monta dans la voiture et s'éloigna, le gravier craquant sous les pneus jusqu'à ce que le bruit disparaisse au loin. Papa resta sur le perron quelques minutes après cela. Quand il revint à l'intérieur, la maison semblait plus calme qu'avant. Il ferma doucement la porte et entra dans le salon.
Ses yeux se dirigèrent droit vers la photographie. Celle de lui et des commandos dans le désert. Il resta là un long moment. « Vous ne m'avez jamais rien dit de tout cela, dis-je. » Il ne se retourna pas. Je ne voulais pas. Pourquoi? Parce que cette vie était finie. Il me regarda enfin et je ne voulais pas que cela vous suive. Je comprenais cette partie, mais quelque chose me troublait toujours. Papa, ces hommes que vous avez mentionnés, Ruiz et Turner, j'ai hoché la tête. Ils sont morts à cause de ce faux ordre. Oui. Et l'homme responsable a continué sa carrière. Papa ne répondit pas. Je me rapprochai. Cela ne vous dérange pas? Son expression s'adoucit, mais ne changea pas beaucoup. Ça m'a dérangé autrefois. Et maintenant je me concentre sur les hommes qui ont vécu. Cette réponse était si simple qu'elle en était presque douloureuse. Mais ne voulez-vous pas que votre nom soit blanchi? Il réfléchit. J'ai eu une bonne vie. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Il sourit faiblement. Vous êtes têtu. Vous évitez la question. Il s'assit sur le canapé et me fit signe de m'asseoir en face de lui. Écoute, dit-il. La justice n'est pas toujours ce que les gens croient. Je croisai les bras. Expliquez. Il se pencha légèrement en avant. Si la vérité sort maintenant, la réputation de Dubois s'effondrera. L'armée admettra une dissimulation. Les journalistes commenceront à fouiller dans les vieux dossiers. Les avocats seront impliqués. Il fit une pause. Et soudainement, l'histoire ne parlera plus des hommes que nous avons sauvés. De quoi deviendra-t-elle, demandai-je. De scandale. Je n'y avais pas pensé de cette façon. Papa continua. Le bataillon que nous avons sorti de là, 400 soldats, la plupart ont continué à vivre pleinement. Il fit un geste vers la photographie. C'est l'histoire dont je veux qu'on se souvienne. Pas la politique, pas le blâme, juste les vies qui ont été sauvées. Je m'assis en silence, laissant cela s'installer. Mais quelque chose en moi résistait toujours. Peut-être que la vérité mérite d'être dite de toute façon, dis-je. Papa hocha lentement la tête. Peut-être. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, l'autobus scolaire était garé là où il l'avait laissé plus tôt. La lumière déclinante brillait sur la peinture jaune. J'ai passé 20 ans à conduire cet autobus, dit-il. Chaque matin, ces enfants montent à bord, me faisant confiance pour les amener où ils doivent aller. Il se retourna vers nous. C'est le travail qui compte pour moi maintenant. Je l'observais attentivement. Vous avez peur que cette enquête n'emporte cela? Il ne répondit pas directement, mais je savais que j'étais proche de la vérité. La pièce redevint silencieuse. Puis papa fit quelque chose d'inattendu. Il prit l'enveloppe. Demain, dit-il. J'appelle le comité d'examen. Mes yeux s'écarquillèrent. Vous le faites? Oui. Qu'est-ce qui a changé? Il me regarda. Toi. Moi. Tu as posé la bonne question. Quelle question? Il eut un petit sourire. Si la vérité mérite d'être dite. Il tapota doucement l'enveloppe. Et la réponse est oui. Pour la première fois depuis l'arrivée du général Vasseur, je vis quelque chose de nouveau dans les yeux de mon père. Pas de la colère, pas de regret, de la détermination. On dirait que nous avons du travail à faire, dit-il. Et pour la première fois en 20 ans, le chauffeur d'autobus tranquille revenait dans un combat qu'il croyait avoir laissé derrière lui. Les semaines suivantes passèrent lentement, mais leur poids était différent. Pas lourd de l'ancienne manière. Lourd de la manière dont on ressent une tempête quand on la voit se former à l'horizon. Papa conduisait toujours l'autobus scolaire chaque matin. Rien n'a changé à ce sujet. À 6h15, Charpie François sortit par la porte d'entrée avec sa cafetière. Même veste, même casquette, même routine tranquille. Mais maintenant je savais ce qu'il portait sous cette surface calme. Et apparemment, Washington aussi. 3 jours après que papa eut appelé le comité d'examen, une lettre arriva. Papier en tête officielle du département de la Défense. À l'intérieur, une requête formelle. Le capitaine François Lambert devait comparaître devant un panel d'examen militaire concernant le rapport de mission de l'opération Bouclier du désert. Je regardais papa la lire à la table de la cuisine.
Il n'eut pas l'air surpris. Juste pensif. Eh bien, dit-il finalement. Il semble qu'il soit sérieux. Allez-vous vraiment y aller, demandai-je. Il plia soigneusement la lettre. Oui. Pourquoi? Il donna la même réponse simple qu'il avait donnée auparavant. Parce que la vérité mérite son jour. L'audience était prévue pour le mois suivant à Washington, D.C. Jusque-là, le comité d'examen commença à recueillir des déclarations. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Les hommes de l'ancienne unité de papa commencèrent à appeler. Au début, ce n'était qu'un seul. Une voix au téléphone que papa n'avait pas entendue depuis des décennies. J'étais assis dans le salon quand l'appel est arrivé. Papa décrocha le téléphone. François Lambert. Il y eut une pause. Puis le visage de papa changea. Eh bien, je suis foutu, dit-il doucement. Sergent Collins. Il se laissa tomber en arrière sur sa chaise et écouta. Oui, oui, entendis-je. Encore une pause. Puis, papa jeta un coup d'œil vers moi. Bien sûr que je me souviens, dit-il. Tu me dois toujours 20 € de cette partie de poker. Je pouvais entendre des rires à l'autre bout de la ligne. Lorsque l'appel fut terminé, papa resta assis tranquillement un moment. Qu'a-t-il dit, demandai-je. Il a entendu parler de l'examen, répondit papa. Et il veut témoigner. Ce fut le premier d'une longue série d'appels. Au cours de la semaine suivante, d'autres vétérans se manifestèrent. Des hommes qui avaient servi dans le bataillon que papa avait aidé à sauver. Certains avaient déménagé à travers le pays. Certains étaient à la retraite. Certains avaient construit des vies entières depuis la guerre, mais tous se souvenaient de cette nuit-là. Un après-midi, papa mit le téléphone sur haut-parleur pour que je puisse écouter. La voix au bout du fil était plus âgée et rauque. Ici lieutenant Marc Dubois. Papa sourit légèrement. Marc, tu as réussi. Grâce à vous, répondit Dubois. Je pouvais entendre l'émotion dans la voix de l'homme. François. Quand il entendit qu'il rouvrait enfin le dossier, il fit une pause. J'ai dit à ma femme que j'attendais ce coup de fil depuis 30 ans. Papa se tassa sur sa chaise. Vous ne me devez rien, dit-il. C'est là que vous vous trompez, répliqua Dubois. Vous avez sorti 400 hommes d'un piège mortel. La voix de la femme de Dubois se joignit brièvement à l'appel. Dites-lui merci, dit-elle. Papa ne sut que répondre à cela. Il se contenta de hocher lentement la tête même si elle ne pouvait pas le voir. Après la fin de l'appel, il fixa le téléphone pendant un long moment. Je ne m'attendais pas à ça, dit-il. Quoi? Que les gens se souviennent. Le mot se répandit discrètement parmi les vétérans. En 2 semaines, le comité d'examen avait reçu des déclarations écrites de plus de 30 soldats, chacun racontant la même histoire. Le général Vasseur rendit visite à nouveau un soir. Cette fois, il semblait moins tendu. Ils prennent les témoignages au sérieux, dit-il. C'est bien, répondit papa. Vasseur se pencha en avant. Vous devriez savoir autre chose. Quoi? Les yeux de papa se plissèrent légèrement. Le colonel. Dubois. Oui. Qu'en est-il de lui? Il a été informé. La pièce devint silencieuse et je demandai, il a tout nié. Papa ne sembla pas surpris. Cela ressemble à Arthur, continua Vasseur. Mais les preuves sont plus solides qu'il ne s'y attendait. Quel genre de preuves, demandai-je. Le général ouvrit un dossier. Un ancien technicien des communications s'est manifesté. Papa haussa un sourcil. Qui? Sergent-chef Lewis. Papa cligna des yeux. Lewis? Vous vous souvenez de lui? Papa hocha lentement la tête. Le gamin qui s'occupait de l'équipement radio. Exactement. Vasseur eut un faible sourire. Eh bien, ce gamin est maintenant ingénieur en télécommunications à la retraite. Et il a gardé des copies. Papa se pencha en avant. Des copies de quoi? Des journaux de transmission originaux. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Des journaux qui prouvent que le personnel du colonel a modifié l'ordre après le retour de votre équipe. Papa se rassit tranquillement.
Pour la première fois depuis le début de ce processus, je vis quelque chose vaciller sur son visage. Pas de colère, pas de satisfaction. Quelque chose ressemblant à une clôture commençant à se former. « Quand est l'audience » demanda-t-il. « Dans 3 semaines, répondit Vasseur. Papa hocha la tête une fois. Alors, il vaut mieux que nous soyons prêts. Les semaines passèrent rapidement après cela. J'ai voyagé avec papa à Washington. C'était la première fois que je le voyais nerveux. Pas extérieurement, mais de petites choses le trahissaient. La façon dont il redressait sa veste 3 fois avant de quitter l'hôtel. La façon dont il vérifiait le dossier de documents encore et encore. L'audience eut lieu dans un bâtiment gouvernemental calme près du Pentagone. Pas de caméra, pas de journalistes, juste une longue table, plusieurs officiers, et le poids de 30 ans de silence. Quand papa entra dans cette pièce, les officiers se levèrent, non pas parce qu'ils le devaient, mais parce qu'ils le reconnaissaient. Le général Vasseur était assis à l'autre bout. Il donna un petit signe de tête. Papa lui rendit. Puis il prit place. L'officier supérieur s'éclaircit la gorge. « Capitaine Lambert, dit-il. Cela fait longtemps. » Papa répondit calmement. « Oui, monsieur. Nous apprécions votre volonté de réexaminer cette affaire. » Papa croisa les mains. La vérité mérite d'être réexaminée. L'audience dura des heures. Des témoins parlèrent. Des documents furent examinés. Les journaux de communication furent présentés. Au moment où cela se termina, la pièce semblait différente. Plus calme, plus lourde. L'officier supérieur parla finalement. Sur la base des preuves présentées, le conseil conclut que le capitaine François Lambert n'a pas désobéi aux ordres. Ma poitrine se serra. Papa ne bougea pas. Le conseil conclut en outre que le rapport de mission a été modifié après l'opération. Il fit une pause. La responsabilité de cette modification incombe au colonel Arthur Dubois. Le silence remplit la pièce. 30 ans de silence enfin brisé. L'officier ferma le dossier devant lui. « Capitaine Lambert, dit-il. Votre dossier sera corrigé immédiatement. » Papa hocha lentement la tête. « Merci, monsieur. » Mais l'officier n'avait pas terminé. « Il y a une autre question. » Papa leva les yeux. « En raison de vos actions lors de cette opération, le Conseil recommandera que vous soyez décoré de l'étoile d'argent. » Peine. D'un moment, papa se contenta de le fixer. Puis il secoua légèrement la tête. « Ce ne sera pas nécessaire. » L'officier sourit légèrement. « J'ai bien peur que cette décision ne vous appartienne plus. » Et pour la première fois en 30 ans, la justice avait enfin rattrapé la vérité. La cérémonie eut lieu 3 mois plus tard. Ce n'était pas le genre de grand événement militaire que l'on voit parfois à la télévision. Pas de grande scène, pas de caméra de télévision, juste une salle modeste sur une base voisine, des rangées de chaises pliantes, et un rassemblement tranquille de soldats, de vétérans et de quelques civils. Papa n'a failli ne pas y aller. Même après que le comité d'examen eut corrigé son dossier, même après que la recommandation pour l'étoile d'argent devint officielle, il tenta de la refuser 2 fois. « Je n'ai rien fait de spécial », leur dit-il. Mais l'armée n'accepta pas cette réponse. Le général Vasseur le lui expliqua au téléphone un soir. « François, dit-il, parfois la médaille n'est pas seulement pour l'homme qui l'a gagnée. » Papa fronça les sourcils. « Que entendez-vous par là ? Elle est aussi pour la vérité qui a été enterrée. » Cela sembla mettre fin à la discussion. Nous sommes donc allés à la base tôt ce matin-là. Papa portait un costume emprunté. La seule cravate qu'il possédait était une vieille cravate marine que ma mère lui avait donnée il y a des années. Quand nous sommes entrés dans la salle, j'ai tout de suite remarqué quelque chose. Beaucoup d'hommes la regardaient papa, non pas avec curiosité, mais avec reconnaissance. Certains d'entre eux se levèrent lorsqu'il passa. Un vieil homme vétéran s'avança droit et lui serra la main. « Monsieur, dit l'homme doucement. » Papa eut l'air gêné. « S'il vous plaît, ne m'appelez pas comme ça. » Mais le respect dans la pièce était indéniable. Le général Vasseur était déjà là, parlant avec plusieurs officiers près de la scène. Quand il nous vit, il sourit et s'approcha. « Tu es bien habillé, François, dit-il. » Papa jeta un coup d'œil à la veste de costume.
J'ai l'impression de porter les vêtements de quelqu'un d'autre. C'est parce que vous avez passé les 20 dernières années habillé comme un chauffeur d'autobus, répondit Vasseur avec un sourire. Papa eut un petit rire. Puis le général me regarda. Vous devez être fier de votre père. J'ai hoché la tête. Je le suis. La cérémonie commença peu après. Un colonel monta au podium et parla de la guerre du Golfe, du chaos du combat et de la bravoure des soldats qui accomplissaient souvent leur travail sans reconnaissance. Puis il commença à raconter l'histoire, pas seulement la version officielle, mais la vraie. Il parla d'une équipe de reconnaissance qui s'était faufilée à travers les lignes ennemies pour trouver un chemin sûr pour un bataillon piégé. Des vies sauvées, des années de silence qui suivirent, et finalement il prononça le nom de mon père, capitaine François Lambert. Papa marcha lentement vers l'avant de la pièce, parade comme un soldat en parade, juste de la manière dont il marchait partout ailleurs, calme, stable. Le colonel épingla le métal à sa veste. L'étoile d'argent brillait sous les lumières. Pendant un instant, la pièce fut complètement silencieuse. Puis les applaudissements éclatèrent. Pas fort, mais long. Papa sembla mal à l'aise de se tenir là. Il attendit que la pièce se calme avant de parler. J'apprécie l'honneur, dit-il. Sa voix était calme, comme toujours. Mais je voudrais dire quelque chose. Le colonel s'écarta. Papa regarda l'assemblée. Il reconnut certains visages. D'autres étaient des inconnus. Il y a 30 ans, dit-il, 6 hommes sont entrés ensemble dans le désert. Il fit une pause. 4 d'entre nous sont revenus. La pièce redevint silencieuse. 2 de ces hommes n'ont jamais eu la chance de vieillir, continua-t-il. Danny Ruiz et Caleb Turner. Il prononça leurs noms lentement. J'ai porté ces noms avec moi tous les jours après cela. Il jeta un coup d'œil à la médaille. Si quelqu'un doit la voir, c'est eux. Personne ne parla. Papa regarda à nouveau l'assemblée. Je veux aussi dire autre chose. Il prit une respiration. Pendant les 20 dernières années, j'ai conduit un autobus scolaire dans une petite ville. Quelques petits rires discrets parcoururent la salle. Et je peux vous dire quelque chose à propos de ce travail, continua-t-il. C'est l'un des travaux les plus importants que j'ai jamais fait. L'auditoire écoutait attentivement. Chaque matin, ces enfants montent à bord, me faisant confiance pour les amener en toute sécurité là où ils doivent aller. Il sourit faiblement. Cette responsabilité signifie plus pour moi que n'importe quel métal. La salle resta silencieuse un instant. Puis les applaudissements revinrent, encore plus forts cette fois. Après la cérémonie, les gens vinrent lui parler. Vétérans, officiers, certains des soldats de ce bataillon. Un homme dans la soixantaine serra la main de papa avec ses 2 mains. « Vous m'avez sauvé la vie, dit-il. » Papa secoua doucement la tête. « Vous vous êtes sauvé vous-même, répondit-il. » Mais l'homme ne lâcha pas sa main immédiatement. « Quand même, dit-il doucement. »« Merci. » Plus tard dans l'après-midi, nous avons repris la route pour rentrer. Le soleil était bas dans le ciel quand nous sommes arrivés en ville. Les rues avaient exactement l'air qu'elles avaient toujours eu. Même supermarché, même dîner, même rangée de maisons avec des drapeaux américains sur leurs porches. Papa se gara dans l'allée et coupa le moteur. Pendant un instant, il resta assis là. Puis il prit la médaille de sa poche et la regarda. « Vous savez quoi, dit-il. »« Quoi, demandai-je. »« Je pense que ta mère aurait ri de ça. »« Pourquoi ?»« Parce qu'elle disait toujours que j'avais un talent pour compliquer les choses simples. » Je souris. Ça lui ressemble. Papa sortit du camion. À l'intérieur de la maison, il se dirigea droit vers le mur du salon. La photographie était toujours là. La version plus jeune de lui se tenant à côté de ses commandos dans le désert. Il la regarda longtemps. Puis il posa la médaille sur l'étagère sous le cadre. Pas au centre, juste sur le côté, comme si elle y appartenait, mais sans avoir besoin d'être le point focal. Le lendemain matin, quelque chose se produisit qui me fit réaliser à quel point mon père avait changé et à quel point il n'avait pas changé. À 6h15 précise, il prit sa cafetière, mit la même vieille veste, la même casquette, et sortit vers l'autobus scolaire. Je me tenais à la fenêtre en le regardant comme je l'avais fait quand j'étais enfant. Il monta sur le siège du conducteur, démarra le moteur et s'éloigna.
Pas de discours, pas de célébration, juste la continuation tranquille d'une vie qu'il avait choisie il y a longtemps. Plus tard dans l'après-midi, quand il rentra, je lui posai une question. « Vous sentez-vous différent maintenant, dis-je, maintenant que tout est réglé ?» Papa réfléchit. Puis il sourit. Un peu. Comment? Eh bien, dit-il. C'est agréable de savoir que la vérité a finalement rattrapé le coup. Il fit une pause. Mais la partie importante est ce qui vient après. Et qu'est-ce que c'est? Il fit un geste vers la fenêtre où la route vide s'étirait à travers la ville. Vivre la vie que vous avez construite. Ce soir-là, nous nous assîmes ensemble sur le perron, regardant le soleil se coucher. Le ciel est devenu le même orange profond que le jour où le général est arrivé. Après un moment, papa parla de nouveau. Vous savez, dit-il, beaucoup de gens passent leur vie à chercher la reconnaissance. Il regarda la rue tranquille. Mais la vraie récompense, c'est de savoir que vous avez fait ce qui est juste, même quand personne ne regardait. Il se tourna vers moi. Et si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, peut-être qu'elle signifiera quelque chose pour quelqu'un d'autre aussi. Il sourit doucement. Alors, si c'est le cas, transmettez-la. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un rappel. Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires comme celle-ci, eh bien, vous savez où les trouver. Il se laissa tomber en arrière sur sa chaise, la brise du soir faisant bruisser les arbres autour du perron. Et pour la première fois en 30 ans, mon père semblait complètement en paix.